commence avec une petite vignette clinique qui va vous montrer les difficultés diagnostiques dans les endocardites non infectieuses. C'était un patient de 41 ans qui s'était présenté avec des troubles cognitifs et l'IRM cérébral avait montré des micro-saignements. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais quand il y a des micro-saignements sur l'IRM, en général, ça veut dire qu'il y a des petits vaisseaux qui sont bouchés. Et puis il était passé aux urgences dans un contexte d'hypertension artérielle. On avait mis en évidence des plaquettes un peu basses, mais ça n'avait pas fait vraiment tilt chez les docteurs. Le myélogramme était normal. Et puis, il avait une recherche d'anticorps antinucléaires qui était positive. Il a été mis sous aspirine. Et puis, finalement, il a été hospitalisé en médecine interne pour une biopsie rénale. Il n'y avait pas de signe de néphropathie lupique et ça en était resté là. Et puis, un petit peu plus tard, il a fait un vrai accident ischémique cérébral, sylvien gauche profond. Et à cette occasion-là, donc sur l'échographie cardiaque, on met en évidence une volumineuse végétation de la valve mitrale postérieure et qui est étiquetée endocardite. Et donc cette végétation est confirmée sur l'IRM cardiaque. Il n'y a pas du tout de syndrome inflammatoire. Et à cette occasion-là, il a une recherche de biologie antiphospholipides et il a ce qu'on appelle une triple positivité, c'est-à-dire la positivité d'anticoagulants circulants, des anticardiolipides, des anti-bêta-2 GP1. Je vous les reciterai. Donc finalement, cette végétation est attribuée à un certain nombre des anticorps antiphospholipides. Il est anticoagulé, il n'a pas de récidive embolique. Donc ça vous illustre en fait finalement la démarche qu'on peut faire devant des masses valvulaires. Donc le plus souvent, et je crois que ça a été illustré par Amel et Pinachib, le plus souvent il s'agit d'endocardite infectieuse devant ces masses valvulaires, 95% des cas. Donc tout le reste est très rare et ça se partage de façon à peu près équivalente en tumeurs primitives et parmi lesquelles le fibroélastome est le plus fréquent, des endocardites thrombotiques non bactériennes qui surviennent dans des contextes tumoraux, soit des cancers solides, soit quelques cas d'écrit avec des lymphomes. Et finalement, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'endocardite de Liebman-Sachs, qui réfère à une masse liée à la fibrose, la thrombose et de l'inflammation. On va voir que c'est multifactoriel, qui se voit dans le contexte quasi exclusivement du lupus systémique et ou du syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc juste pour vous montrer la différence de physiopathologie dans les endocardites thrombotiques qui surviennent dans des contextes tumoraux, c'est quasiment du thrombus seul. Ça, ce sont des images qui m'ont été données par Pierre Fouret. Et donc on voit une valve ici, qui est absolument non détruite. Et puis il y a une végétation, donc vraiment un thrombus pur qui est apposé sur cette valve. Et à l'inverse, dans ce qu'on appelle l'endocardite de Liebman-Sachs, ça a été décrit comme verruqueux. Ce sont plein de petits épaississements qui prennent des aspects nodulaires, qui sont très proximaux sur l'anneau. Et quand on regarde l'histologie de ça, on a une végétation qui est faite à la fois de nécrose et de cellules inflammatoires, en tout cas à un stade précoce. Et puis tout ça évolue. Vous avez même ici des corps hématoxyliques qui sont dits pathognomoniques du lupus. C'est des leucocytes qui sont tellement activés, qui sont finalement éclatés. Donc il y a des débris cellulaires qui se présentent comme ça. Et donc à un stade plus tardif, on va avoir une végétation qui va être plus fibreuse, qui peut se calcifier. Mais donc la physiopathologie n'est pas du tout la même. Donc il n'y a pas que les végétations dans le contexte de lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides. Vous pouvez aussi avoir un épaississement de la valve, vous pouvez avoir des sténoses ou des régurgitations, et puis différentes localisations sur lesquelles je vais revenir. Donc finalement, tout ça survient dans un contexte, on appelle ça le syndrome des anticorps antiphospholipides, dont les critères reposent sur des critères de 2006 qui vont être refaits là très prochainement, mais qui comptent toujours la même chose, c'est-à-dire un événement clinique qui peut être thrombotique ou obstétrical et un test biologique, un seul suffit. Confirmé parce qu'il y a de la biologie qui peut être, on va dire, de passage, donc il faut que ce soit confirmé à 3 mois d'intervalle. Et puis il y a des éléments clinico-biologiques qui sont dits non classants, donc ce ne sont pas directement des éléments thrombotiques ni obstétricaux, mais qui font partie du spectre du syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc on trouve un certain nombre de manifestations neurologiques centrales, le livédo, ces atteintes valvulaires dont je vous ai parlé, la thrombopénie qu'avait le patient sur la vignette clinique, et puis il peut y avoir d'autres manifestations cutanées, et donc tout ça est généralement associé. Donc je vous remonte des images, vous devez avoir vu ça probablement il y a quelques temps, de livédo. Donc le livédo du syndrome des anticorps antiphospholipides, il est à grande maille, donc c'est pas le livédo physiologique qu'on a tous dans l'éditorial parce qu'il fait un petit peu froid, mais donc des grandes mailles ouvertes. Il faut évidemment mettre les patients, déshabiller les patients, et puis, si possible, il faut les mettre debout et regarder donc sur les cuisses, la face postérieure des fesses, le tronc, et la face postérieure des bras. Il faut vraiment aller rechercher le livédo à cet endroit-là. Donc, est-ce que ça survient fréquemment ?
Donc cette atteinte qui avait été décrite initialement par Liebman et Sachs en 1924. Donc initialement, ça avait été décrit chez des patients lupiques et en fait, finalement, vous allez voir, on s'est rendu compte que c'était quasiment systématiquement associé aux antiphospholipides. Et donc les séries sont extrêmement hétérogènes. Il y a pas mal de séries de lupus, donc on trouve des prévalences d'atteinte valvulaire qui sont de l'ordre de 30-50%. Plus selon les techniques utilisées, mais les patients sont hétérogènes. On n'a pas toujours les données sur les antiphospholipides. Et dans le syndrome des anticorps antiphospholipides dits primaires, c'est-à-dire celui qui ne s'associe pas au lupus, on a en gros un tiers des patients qui ont une atteinte valvulaire quand on les recherche par des techniques systématiques. Ça va jusqu'à 80% en ETO. Et donc finalement, c'est très associé aux antiphospholipides, y compris au cours du lupus. Donc il y a eu une méta-analyse en 2011. Et donc, vous voyez en haut, de façon très nette, que ça sort dans toutes les études quasiment, en tout cas sur la méta-analyse, que vous avez plus d'atteinte valvulaire quand vous avez une biologie antiphospholipide. Et c'est ce que vous voyez en dessous, vous avez plus d'atteinte valvulaire, en particulier quand vous avez la positivité de l'anticoagulant circulant, donc l'une des 3 manifestations biologiques avec un odds ratio qui est quasiment à 6. Donc, quelle topographie de ces masses valvulaires, donc, elles sont, je vous l'ai montré, sur la partie proximale des valves, donc elles sont proches de l'anneau. Alors après, est-ce qu'elles sont plutôt du côté ventriculaire ou atrial? Ça, les données sont très discordantes. Donc, je pense que ça ne vaut pas la peine de s'attarder dessus. Elles ont un aspect verruqueux, typiquement de petite taille. De plus grosses lésions sont possibles, comme je vous ai montré. Et la localisation, donc, elle est de façon prédominante mitrale, plus qu'aortique. Et il y a des cas très rares, mais rapportés, d'atteinte tricuspide et pulmonaire, mais ça reste des histoires peu fréquentes. Et dans 70% des cas, on peut avoir plusieurs localisations, donc sur plusieurs valves. Donc ça, c'était une patiente qu'on avait vue à la Pitié, donc avec une végétation sur la valve tricuspide qui avait été vue en échographie et confirmée sur cette IRM. Et donc finalement, la topographie, est-ce que ça nous aide? Ça nous aide quand même à faire la distinction avec les autres masses valvulaires. Alors, bon, je parle sous votre contrôle, mais donc globalement, dans le lupus, pour faire la différence avec les autres masses, c'est plus une localisation mitrale, c'est plus une masse d'aspect sessile et donc sur la partie basale de la valve, généralement de plus petite taille. Elle a un aspect hétérogène, alors que par exemple dans l'endocardite infectieuse, alors là je parle sous ton contrôle Najib, mais la végétation est plus dense et plus homogène. Et puis vous pouvez avoir un épaississement plus diffus de la valve que par exemple on ne rencontre jamais dans le fibroélastome. Et à l'inverse, on n'a pas de perforation, on n'a pas d'abcès, on n'a pas de rupture de cordage comme on peut voir dans les endocardites infectieuses où bien sûr c'est toujours possible sur des cas exceptionnels, mais globalement. Alors, est-ce que c'est embêtant d'avoir une endocardite de Liebman-Sachs quand on a un lupus ou un syndrome des anticorps antiphospholipides? Il y a 3 types de complications. Globalement, ça s'associe à un phénotype à haut risque thromboembolique. Donc, dans la plupart des études, ça ressort de façon très significative. Il y a une association de ces atteintes valvulaires avec les accidents ischémiques, avec l'épilepsie, avec la thrombopénie et avec le phénotype artériel, c'est-à-dire des patients qui thrombosent en artériel. Et on ne sait pas si cette association particulière avec les accidents ischémiques est directement liée à un phénomène embolique de la végétation ou si c'est lié simplement à des patients qui ont un haut risque thrombotique artériel. Il y a un risque de surinfection bactérienne qui est théorique, qui angoisse beaucoup les internistes, mais qui globalement est assez exceptionnel. Et puis il y a un risque de destruction valvulaire et de fuite sévère qui est aussi assez rare. La plupart du temps, on n'a pas besoin on n'a pas de destruction valvulaire, pas de fuite. Et donc, on reviendra dessus, mais peut-être que cette destruction valvulaire est aggravée par les corticoïdes. Je vous redirai, voilà, juste là. Donc, quel traitement? Donc, plutôt pas de corticoïdes dans ces formes-là. C'est probablement non efficace. Alors, évidemment, il y a toujours des cas rapportés de patients qui ont été traités par des corticoïdes et puis on montre que que la végétation disparaît ou que l'épaississement disparaît, mais en général, les patients ont été anticoagulés en même temps. Et puis, il y a au moins une étude qui montre que c'est probablement délétère et qu'il y a plus de fuites chez les patients qui sont traités par corticoïdes. Donc, plutôt non. L'anticoagulation, c'est très débattu. En tout cas, si on les anticoagule, il faut viser une anticoagulation type artérielle dans le syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est-à-dire vraiment un INR à 3,5. Et puis, s'il y a besoin, on peut évidemment envisager un remplacement prothétique qui est possible. Il ne faut pas avoir peur du fait que ces patients thrombosent. Et vu que ce sont plutôt des patients jeunes et que de toute façon, ils vont être anticoagulés, bien sûr, on discute ça de façon tout à fait multidisciplinaire, mais on privilégie plutôt les valves mécaniques.
Voilà, donc en pratique pour vous, donc c'est une situation qui peut être révélatrice. Donc essayez de regarder si vous voyez du livido, des plaquettes un petit peu basses. Ou des antécédents d'épilepsie, par exemple. Mais ça peut survenir aussi au cours des patients que vous adresseront les internistes. Et donc, ces lésions valvulaires, et en particulier l'aspect de végétation, sont associés au phénotype artériel, et particulièrement quand il y a un anticoagulant circulant de type Lupik. Et donc, retenez qu'il faut demander 3 tests biologiques. Un qui s'envoie en hémostase, c'est la recherche d'anticoagulants circulants de type Lupik. 2 qui s'envoie dans votre laboratoire d'immunologie ou immunochimie. La recherche d'anticorps anti-cardiolipine, la recherche d'anticorps anti-bêta-2-GP1. Et c'est tout. On ne fait plus le VDRL, etc. Donc, ce sont juste ces 3 choses-là. Évidemment, il faut les contrôler à 12 semaines, mais vous pouvez déjà en discuter avec vos internistes. Et puis, bien sûr, avoir une collaboration multidisciplinaire. Et donc, je remercie Amel qui m'a fourni les images d'échographie cardiaque, Philippe Cluzel pour les IRM, Françoise et Richard avec qui on discute souvent de ces patients-là, Pierre Fouret pour les magnifiques, je trouve, en tout cas, images d'Anapat. Et puis, le service de médecine interne se tient à vos dispositions par tout temps pour les avis sur, si vous avez des patients, bien sûr, dans le cadre du centre de référence et puis parce que ça nous intéresse. Voilà, je vous remercie. Merci Fleur. Écoute, c'est pas toujours corticoïde dans des situations où on penserait que ça devrait être. Est-ce qu'il y a, et c'est pas toujours antibiotique non plus, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des évolutions favorables, Fleur, sous traitement médical ? Oui, tout à fait. Alors, il y a des résorptions, des diminutions sous traitement anticoagulant. Tout dépend si on est à un stade assez jeune ou si on est déjà à un stade où la végétation, la masse est assez organisée, fibreuse, calcifiée, où là, il n'y a pas grand-chose à récupérer, mais que probablement le risque embolique est minime, donc finalement, peu importe. Le seul traitement médical à discuter, c'est vraiment l'anticoagulation. Et oui, il y a eu des cas d'amélioration, mais voilà. Par antivitamine K. Oui. Ah oui, alors, pas d'AOD encore dans le centre des anticorps antiphospholipides. Richard ? Je voulais savoir, Fleur, s'il y avait un rapport entre ces végétations de Lehmann-Sachs et finalement les atteintes lupiques ou du syndrome des antiphospholipides des valves, qui donnent souvent des atteintes restrictives avec des fuites parfois importantes qu'il faut opérer. Et est-ce que c'est vraiment 2 choses différentes ? C'est-à-dire, on peut avoir juste une végétation, puis ça va rester comme ça, ou est-ce que c'est souvent ces cas-là qui vont finalement évoluer vers une atteinte un peu restrictive de la valve, un épaississement, etc., et une restriction ? Alors, on peut tout à fait avoir l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Donc, on peut avoir une masse isolée avec une valve qui est par ailleurs complètement normale. On peut avoir effectivement un épaississement ou une dysfonction valvulaire sans réelle végétation. La physiopathologie, quand même, elle n'est pas complètement connue. On pense qu'il y a vraiment un rôle important des antiphospholipides, en tout cas dans les lésions qui sont volumineuses. Il y a probablement quand même dans les séries anciennes, parce qu'il y avait beaucoup d'études autopsiques, donc toutes les séries de valves lupus, elles datent quand même des années 1980. Et il y a eu quand même probablement des atteintes valvulaires décrites associées au lupus qui étaient autre chose et peut-être des rhumatismes articulaires ou des choses comme ça, parce que sur l'Anapat, ça ne ressemble pas forcément. Et voilà. Donc, en tout cas, la réponse est on peut avoir une anomalie valvulaire sans végétation. Et dans l'autre sens, c'est possible aussi.